ça. La vie se passe entre la confiance, c'est-à-dire on peut se rapprocher, on peut avoir des relations sexuelles, s'occuper des enfants, ou on peut avoir la peur. La peur, c'est-à-dire le danger. Et nous, moi je me dis, après ces 40 ans de recul, quand je revois l'ensemble des troubles mentaux, c'est toujours ça. C'est toujours une réponse à la peur. Et la drogue, comme le reste. À la peur dans un sens large, c'est-à-dire de la menace, et surtout probablement la peur humaine qui m'est apparue la plus constante et qui nous rapproche là aussi de l'animal, c'est-à-dire la peur d'être impuissant, de se sentir, non pas dans le sens de l'angoisse de castration, qui n'est qu'une des variantes, en fait, par la plus profonde, mais l'angoisse de ne plus être acteur de sa vie. Nous sommes programmés pour réagir activement à tout ce qui nous concerne. Et dès qu'on se sent impuissant, hop, danger. Voilà, il y a un danger. Et je dirais que ce danger, cette sensation de danger est assez automatique. C'est pour ça que j'irais jusqu'à penser qu'il vaudrait mieux parler, plutôt que d'appareil psychique, que nous sommes guidés, non pas par le principe de plaisir, qui n'intervient que périodiquement, parce que d'ailleurs on en mourrait si c'était tout le temps ça, mais par l'évitement du déplaisir. Ça, oui, nous sommes programmés pour ne pas être trop mal. Si on commence à se sentir sous tension, vous en parliez tout à l'heure, sous pression, si on ne bat, on est programmé comme l'animal pour réagir activement, pas rester sous une pression dangereuse, menaçante. Il faut qu'on réagisse activement. Et là, je me dis qu'on aurait tout intérêt à regarder tous ces comportements dits psychiatriques, notamment les addictions, dont sont peut-être la façon la plus caricaturale de le voir, comme des conduites adaptatives. Voilà. Je me dis, au fond, c'est des conduites adaptatives. C'est pas si fou. Et là aussi, c'est encore une fois, en voyant tous ces patients, qu'ils soient schizophrènes, qu'ils aient des troubles de l'humeur, qu'ils soient anorexiques, tout d'un coup, me dire, mais comment j'ai pu voir des choses comme cela? Ben, vous les avez crues parce que ça vous arrangeait. C'est pas si fou que ça. C'est pas parce que vous aviez des idées totalement tordues. C'est parce que, compte tenu de vos émotions, de votre éducation, du contexte, ce comportement vous apportait du soulagement. Et je pense que c'est ce qui explique que les troubles dits psychiques, en général, les patients s'y approchent très différemment de leur fracture du fémur ou de leur pancréatite. On ne va pas dire c'est ma pancréatite, je me regarde, je dis pancréatite, c'est presque extérieur à moi. Alors que mes troubles psychiques, mon alcoolisme, ma toxicomanie, mon anorexie, et même mon délire, tout c'est à moi, je l'ai décidé, on n'a rien décidé. Il y a quand même aussi quelque chose sur lequel il faudrait s'interroger. Quand c'est mental, du mental, c'est que justement, on a un pouvoir de réflexion sur le mental. Je peux réfléchir à quelque chose. Je peux vous demander même de réfléchir pendant un temps des choses qui vous indiffèrent totalement, qui vous embêtent, qui vous intéressent absolument pas, mais je vous le demande, vous pouvez le faire. Par contre, si je vous demande d'essayer une maladie mentale, essayez de faire essayer l'anorexie, il y en a qui peut y arriver, mais essayez. Alors si c'était si mental que ça, pourquoi on ne peut pas avoir une maladie mentale? Ayez une crise d'anxiété là. Et même une petite phobie, surtout pour les femmes qui en sont friandes, donc une petite phobie, alors vous arrivez à la ça fait rire, parce qu'immédiatement, ça fait 30 ans que je le dis, et immédiatement on va dire ça c'est bien un homme, il le considère comme voilà, gros, mais nous on a des tocs, c'est pas mieux. On a plus de tocs que de phobies. Bon, vous fermez tout tourner 3 fois la clé de votre serrure, vous savez très bien qu'une fois ça suffit, que de toute façon vous ne pouvez pas faire 2 tours, mais bon, essayez de ne pas le faire, un petit coup d'anxiété dans l'après-midi, mais est-ce que vous ne l'ai pas laissé? Ma porte ouverte, mais non, tu la fermes toujours, mais quand même, là-bas, on va 3 petits tours. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est 3 petits tours. Si vous passez la matinée à 4 pattes à vérifier que la serrure est bien convenable, là, ça devient problématique. Pourquoi? Comme tous les troubles dits psychiques, ça devient problématique parce que ça vous inquiète. Ça vous met sous contrainte et ça vous empêche de quoi? De participer à la vie, c'est-à-dire de communiquer, d'être dans l'échange. Vous êtes fermé. La maladie psychiatrique, ce qui fait la maladie, exemple, c'est l'enfermement dans un comportement qu'on n'a même pas choisi, même si on y adhère après, parce que justement il nous fait du bien, et on n'a pas choisi, il s'impose, et on est sous contrainte. Si on ne le fait pas, on est mal.
Et c'est ce mal qui devient plus important que le plaisir qu'on y trouve. Même si à certains moments, pour sortir de ce malaise, on va se prendre une petite bouffée de ceci, de cela qui nous donne du plaisir, mais on sait bien que la drogue et la chronicité, c'est pas le plaisir, c'est que si on ne le fait pas, on est très mal. C'est quelquefois une question de survie. Alors c'est là, ce mystère. Pourquoi il y a ce sentiment de bien-être? Eh bien, je pense, je dis, mais c'est parce que justement, ça n'a rien de fou. C'est parce qu'effectivement, on a moins peur. Il y a un apaisement. Même si on sait, parce qu'on a une capacité réflexive, que derrière tout ça, ça ne nous mène pas loin. Que ça va pas. Alors pourquoi c'est comme ça? Je vous le dis d'aller assez vite. Mais il me semble que les choses sont plus simples qu'on le croit. Et que finalement, on a tout intérêt, et que c'est là tous les progrès de la neurobiologie, c'est quand même 50 ans, et les sciences s'accélèrent, et on est au tout début de la compréhension du fonctionnement du cerveau, qui est un organe d'une beauté, d'une complexité. Il faudrait s'extasier devant nos enfants, leur dire, tu sais, là tu t'extasies sur ton iPhone, là il ne faut pas qu'on le bouscule, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui tombe dessus. Mais c'est rien, c'est la noyote. Ça va disparaître dans quelques années, on va faire des trucs plus compliqués. On n'arrivera jamais à faire ce que tu as de naissance, c'est-à-dire ce cerveau. Là, vous savez combien, vous avez une idée de combien de SMS on envoie à la seconde, et on en reçoit dans notre cerveau, là, maintenant, en ce moment, comment on en, par seconde, combien d'équivalents SMS, c'est-à-dire des informations, par des protéines, hein, qui vont aller se fixer ici, là, vous avez comme pendant maintenant qu'il y a un intestin, on s'aperçoit que l'intestin, c'est le second cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'informations qui vont venir de là. Vous avez un chiffre. Voilà, vous avez peu de large, d'ailleurs, d'un coup, pour dire, attention, il ne mourra pas comme ça, plusieurs milliards. Non, pas tout à fait 2 milliards. Entre 1,5 milliard et 1 milliard, selon les moments. Il faut le faire. Alors tout ça pour faire marcher l'organisme. Alors là-dedans, votre petit pensée, il va dire, je suis ce que je veux. Oui, enfin, vous ne commandez pas ces milliards d'informations. Et pourtant, le fait d'avoir cette capacité de dire, de recul, de dire je suis ce que je voudrais être, ça c'est un saut, à mon avis, qualitatif, qui fait que nous nous sommes différenciés à un moment donné, à partir d'un progrès quantitatif de notre cerveau, on s'est différencié qualitativement des animaux. C'est-à-dire le moment où le développement formidable du lobe frontal a permis justement d'accéder à cette activité réflexive. C'est-à-dire la capacité d'être conscient de nous. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les animaux sont conscients, que les animaux ont de l'attachement, que les animaux ont des représentations, que les avoir votre chien quand il rêve, qui court après un lapin, ou votre chien après une souris, que même en dormant, la souris elle est dans sa tête. Ils ont un langage qui donne du sens. C'est pas la même chose quand ils ont un cri de peur, d'amour, de tendresse. Et ils sont conscients, on sait qu'ils ont une conscience, ils ont même des capacités d'anticipation qui commencent au début. Ils ont des capacités d'adaptation, sauf qu'ils ne peuvent pas, pour le moment, être conscients de cette conscience. Et ça, il me semble que, assez simplement, sans avoir besoin de faire des années d'études philosophiques, on peut se dire qu'à partir du moment où l'être humain progressivement était conscient qu'il était conscient de lui, qu'est-ce que ça va avoir comme effet, cette réflexivité? C'est-à-dire qu'il y a quelques centaines de milliers d'années, et on voit que c'est très très progressivement. Là, on arrive maintenant, dans notre civilisation, à une apogée de cette conscience de soi, encore une partie de l'humanité continue à penser que tout est écrit d'avance et que donc ils n'ont aucun pouvoir de décision. Même si leur comportement ne correspond pas. Enfin, c'est pour enfin bon, donc, nous avons cette capacité de réflexivité. Qu'est-ce que ça va créer? Directement quelque chose qui nous concerne, à savoir qu'à partir du moment où on est conscient d'être conscient de nous, qu'est-ce qu'on va voir et qu'on pourrait toujours avoir plus. Ça, c'est propre à l'être humain. L'animal, s'il n'a pas, il va les prendre, il est programmé parce qu'il faut qu'il survive. Il est programmé pour survivre. Il n'est pas tout le temps en train de dire est-ce qu'il a, c'est pas plus beau chez moi, est-ce qu'il n'en a pas un peu plus? Nous aussi, on passe notre temps à ça. Ça occupe toute notre vie. C'est-à-dire que nous sommes structurellement des êtres d'addiction. La conscience, d'avoir conscience de nous a plongé dans la problématique addictive. C'est-à-dire je pourrais avoir plus. Je n'ai pas tout. Je
développer, et en plus j'ai conscience de quoi? Que je vais mourir et tout perdre. Là aussi, nous sommes les seuls à avoir conscience de ça. Vous voyez, progressivement, quel impact ça va avoir sur nous. Deuxième conséquence, c'est assez simple, c'est qu'à partir du moment où je suis conscient de moi, je vais voir que pour être moi, il faut que je me nourrisse des autres, c'est la vie. Et pour être moi, il faut que je me différencie des autres. Alors là, comment être différent si je ne fais que me conformer à ce que mon environnement me m'éduque? C'est tout le problème de l'obéissance. Que l'adolescence, évidemment, va exacerber, mais qui est un problème de toute notre vie. Comment être moi si je suis le clone de papa et de maman? Fausse contradiction, c'est-à-dire un paradoxe. N'oubliez pas que les paradoxes, ils paraissent insolites, ils le sont, parce que justement, ils ne sont pas que des contradictions. C'est que c'est en me nourrissant des autres que je pourrai moi me donner des capacités qui vont me permettre de me rendre indépendant de ces autres. Et ne pas être simplement le clone. Parce que je vais prendre des choses différentes chez les uns, chez les autres, l'importance du tiers, l'importance de s'ouvrir, et que je vais recombiner ça, tout cela, là entre parenthèses. Ce qui est extraordinaire à voir, c'est que la vie, je pense que c'est ça qu'il faudrait renvoyer aux adolescents qu'on voit, que la vie c'est une co-création permanente. Alors on entend toujours des gens vous dire, alors qu'est-ce que je suis moi-même alors que je suis forgé par l'éducation? Mais la vie c'est ça, c'est une co-création. Et rien n'empêche mon originalité au travers de cette co-création. Je ne peux pas parler si personne ne m'a parlé. Bien entendu que mon langage va m'imposer des contraintes, mais grâce à ma capacité réflexive, je peux jouer dans une certaine mesure avec ces contraintes et apprendre d'autres langues si je l'en peux. Et donc nous sommes dans une co-création permanente, et là je renvoie à un livre qui m'a beaucoup influencé, beaucoup, parce que j'ai retrouvé mes idées, il faut quand même pas se leurrer là aussi, c'est-à-dire qu'on va trouver bien ce qui me plaît. Et ça ne pas. Donc je pense que c'est... Alors comme c'est le problème de la science, c'est que quand même on arrive à pouvoir démontrer que des choses qu'on croyait sont fausses. Et ça c'est la force. Ce qu'évidemment on ne peut pas faire au niveau des croyances, quelles qu'elles soient. Toute croyance, on ne peut pas prouver son contraire. La science, il peut prouver que j'avais cru ça, mais ça ne marche pas, il faut autre chose. Et c'est pour ça qu'on a avancé tellement à partir du moment où la science a pris le pas sur les croyances. Ça n'empêche pas de devenir scientiste, c'est-à-dire éventuellement de donner une foi a priori à toute découverte scientifique comme si elle était la vérité. Et ça, c'est de l'ordre de la croyance, de l'émotion. Et la démarche scientifique permet de dire, mais là, on a cru ça, mais ça ne marche pas, il faut revoir les choses, etc. Et donc, ce neurophysiologiste, qui s'appelle Antonio Damasio, et peut-être vous l'avez vu parce qu'il y a 2-3 semaines, il y a une très belle émission, il faut que j'en ai comme ça, on est tellement dans l'ignorance de ce qu'on découvre au niveau du cerveau, faite sur Antenne 2 par Sylvestre et la belle ex-Madame Garambeu, qui facilite la vision de cette soirée. La rentre pas trop triste, mais voilà aussi il y a de l'émotion, mais c'était très bien fait. Pendant 2 heures, ils ont fait un parcours sur la puissance du cerveau. Et il y avait Antonio Damasio, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui était interviewé en Californie, qui parle très bien français, il est d'origine portugaise, mais il travaille aux États-Unis. Et il a écrit 3 livres qui sont chez Odile Jacob. Le premier, c'est L'erreur de Descartes, trop intellectuel, ça c'est les Français. C'est-à-dire qu'ils ont mal pensé, c'est la vérité. C'est ça qui est vrai, c'est ça qui est juste. On tient, on ne bouge pas, on a. Et non, c'est Spinoza. Spinoza, c'est la sensation, c'est le dynamisme, c'est-à-dire la vérité, elle se co-crée en évoluant. Il n'y a pas des entités qui préexistent. Et son dernier livre s'appelle L'autre moi-même, je vous le recommande, en 2010, quelque chose comme ça, ou 11, chez Odile Jacob, L'autre moi-même, où il montre comment on peut comprendre, comment justement l'esprit est né de la matière, à partir de quel que soit ce qu'il y a derrière, hein, ça, personne ne sait. Mais comment, sur Terre, à un moment donné, à partir de la chimie, pas toujours la chimie en France, mais enfin, la chimie c'est la vie, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, dans une atmosphère un peu particulière, eh bien, la première cellule est née. Il dit cette chose extraordinaire, quand même, parce que moi je n'avais pas pensé à ce point-là, c'est qu'est-ce qui différencie la première cellule vivante de l'environnement minéral ou aqueux? Et c'est une frontière. C'est intéressant, dans le débat même actuellement. C'est une frontière. La vie commence avec une frontière, la membrane cellulaire.
Mais une frontière qui doit être suffisamment solide pour pas que la cellule explose, si elle explose, elle meurt, et en même temps suffisamment poreuse pour répondre à la vie, qui est cette co-création dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les circuits appétitifs, on prend ce qui est bon, les circuits aversifs, on rejette le mauvais, et la vie, c'est les Shadocks. Alors on passe notre vie à pomper. Voilà. Bon. Mais nous, on se croit, vous vous dites, moi je suis moi, là, bien, tout seul, j'existe pas moi-même. Non, vous n'existez pas vous-même. Quand on supprime l'oxygène dans la salle, d'ailleurs, vous allez voir, ça va être rapidement terminé. Donc, on est en permanence dans cet échange. On sait que notre corps se renouvelle, que même les neurones qu'on pensait fixes se renouvellent en partie. Qu'en 6 mois, toutes les cellules ont été renouvelées de notre corps. C'est-à-dire, nous sommes ensemble dans un échange. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense qu'il y aurait une vision, on en parlait un petit peu, renvoyer à ces jeunes, non pas de dire ah, t'as pris de la drogue, combien de fois, c'est quoi, tu as su, tu as fait ceci, tu es là, comment c'est à l'école, on demande la prévention, bon, comment on les entraîne dans la vie? Ah, la prévention, bon, tu ne dois pas trop manger parce que tu vas devenir obèse, mais suffisamment pour ne pas être anorexique. Fais attention quand tu dois avoir des relations sexuelles, n'oublie pas de prendre ceci. 20 recommandations, mais pourquoi ça vaut la peine tout ça? Mais parce que la vie a une beauté potentielle, parce que Dieu en vaut la peine, parce que tu as en toi une beauté qui doit pouvoir s'exprimer, et pour s'exprimer, il faut qu'elle rencontre les autres. Comme la graine, s'il n'y a pas de l'eau, s'il n'y a pas du soleil, s'il n'y a pas de la nourriture, elle va rester une graine qui est assez terne, sinon elle va donner une magnifique fleur, un arbuste formidable, et à toi c'est pareil. Alors tu vois pourquoi il faut essayer de te donner les moyens d'épanouir tes potentialités plutôt que de dire ne fais surtout pas l'analyse de ce qu'il ne faut pas faire, mais donner envie de prendre soin de soi. Quand je repense à tous ces patients dont je vous parlais tout à l'heure, dont certains, il a fallu les suivre pendant, je pense, à une fille, 17 ans, 8 ans d'hospitalisation successive, qui s'étaient abîmés à un point, s'étaient décollés les deux rétines, un coup de poing sur les yeux, là-bas. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle a repris soin de soi? Nathan Magalazeux, elle a 55 ans, elle publie un livre, elle fait publier Chouy Jacob, prodigieux sur, justement, comment la force qu'elle ne nie pas, qui l'a poussée à la destruction, se transforme dans la même nature que celle qui la pousse à l'échanger les plaisirs là maintenant. Et cette force destructrice, elle sent qu'elle a toujours comme potentiel à l'intérieur d'elle. Dès qu'on a une force, elle peut être destructrice, elle peut être créatrice. Ça va dépendre de quoi? Des rencontres. Et de faire que tout d'un coup, quelqu'un ait envie de prendre soin de soi, parce qu'il sent que dans le regard des autres, il a une valeur et une beauté potentielle. Et que c'est pour ça qu'on ne le laissera pas. Quelquefois, assez fortement, cette fille, oui, on l'a fait interner à un certain moment, contre son gré. Pourquoi? Pas pour être plus fort qu'elle, mais parce que c'est pas juste que pour se sentir exister, elles sont en train de s'abîmer. Et puis à un moment, là, on lui dit, mais non, nous, on prend une partie de la vie. Mais il faut savoir pourquoi on le fait. Et dans mon expérience, à chaque fois que j'ai pu le faire, eh ben, ça a tout marché. Parce qu'on sentait que c'était pour la vie, et pas simplement pour dire, attendez, tu es complètement vrai, il faut te mettre sur la route. La conception qu'on a est importante, le regard qu'on porte est important. Donc, vous voyez, je fais un détour, mais je crois que, vous voyez, on manque actuellement de vision. On est trop dans le coller sur le tout immédiat. Il faut leur donner une ouverture et savoir pourquoi on le fait. Donc, la vie, c'est cette co-création permanente. Et le troisième facteur, donc nous sommes des êtres de paradoxe, c'est-à-dire qu'on va ressentir très souvent, vous voyez, le besoin de l'autre comme un pouvoir de l'autre sur nous. C'est-à-dire que cette question de il faut que je me nourrisse des autres pour être moi, dès que j'attends, plus j'attends quelque chose des autres, et c'est tout le problème de l'adolescence, tout le problème des personnes qui sont en manque de confiance d'elles-mêmes, et bien qui attendent des autres quelque chose qui fait que cette attente leur donne le sentiment que l'autre a un pouvoir sur eux. Qui va se traduire par ces réactions qui toujours qui sont assez banales. Tu ne me regardes pas, tu ne t'intéresses pas, mais si tu me regardes, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Donc on s'approche, ils se sentent une intrusion, on s'éloigne, ils se sentent abandonnés. Quel est le point commun? L'attente. Et ça, ils n'en ont pas conscience. Mais c'est eux qui attendent. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu me prends la tête. Comme la drogue, tu me prends la tête, mais ne vous prennent la tête que des personnes qui ont un pouvoir à vos yeux, des personnes par rapport auxquelles votre tête est ouverte. Ça, il faudrait se le dire, mais on
insiste beaucoup actuellement sur le pervers narcissique à toutes les semaines qui ressort. Mais c'est nous qui lui conférons cette forme. Le pervers narcissique, c'est un malheureux très puissant qui essaie de retrouver un pouvoir en contrôlant les autres. Ça ne rend pas plus sympathique pour ça, mais enfin, bon. Mais pas oublier que nous conférons ce pouvoir. Et qu'en effet, c'est parce qu'on attend la personne qui vous indiffère, elle ne vous empêchera pas de dormir. Elle vous rase, vous la voyez, vous l'évitez, parce que celui qui me raconte encore ces histoires, je n'ai rien à faire. Mais la nuit, vous dormez tranquillement. Celui qui vous empêche de dormir, c'est parce que vous êtes amoureux, parce qu'il a un pouvoir hiérarchique, parce qu'il a des connaissances qui vous avez l'impression qu'il vous cache. Il a quelque chose qui vous attire. Ça, il faut le comprendre. Et quand l'adolescent, c'est pour ça que c'est les mères qui prennent la tête des ados, parce que c'est les plus importantes. Hein. Et que ça, vous voyez, c'est le paradoxe, une fausse contradiction qu'il faut comprendre. Et que quand vous avez besoin de quelqu'un, eh bien, vous sentez que ce quelqu'un a un pouvoir sur vous. Et là, vous voyez comment les émotions, évidemment, vont devenir un peu le cheval de Troie de l'autre à l'intérieur de nous. Et c'est la conscience qu'on a de ces émotions qui fait que l'être humain va la ressentir comme peut-être une menace. Et vous avez ces réactions paradoxales que des jeunes, quand vous ont un moment de rapprocher avec vous, au moment où ils se rapprochent, qu'est-ce qu'ils sentent? Que vous avez peur, et là, ils passent à l'acte, ils partent dans la drogue, ils rompent. Pas parce qu'ils ont l'intention, pas parce que même ils vous mettent à l'épreuve. Il n'y a aucun travail mental. C'est parce que simplement ils sont submergés par ce sentiment de pouvoir, d'envahissement que vous représentez. Donc je vous ai dit que l'être humain est un être de paradoxe. Et le troisième point, c'est que nous sommes aussi des dérégulateurs. Je crois qu'il faut qu'on comprenne ça. C'est pas très difficile. Là, on nous entend parler qu'est-ce qui est naturel pour l'être humain, la sexualité, etc. Mais nous sommes des êtres naturels. On n'est pas un extraterrestre qui est arrivé comme ça. On est des produits de l'évolution. Et la nature a fait que l'être humain, en arrivant à avoir cette conscience réflexive, eh bien, il est le seul être vivant qui a le pouvoir de déréguler les instincts pour le meilleur et pour le pire. Et je pense que c'est pas prêt de changer, parce que c'est comme ça. Pour le meilleur, c'est-à-dire que nous sommes les seuls êtres vivants qui pouvons choisir de mourir plutôt que de trahir des copains, de ne pas pratiquer la sexualité ou la nourriture pour des raisons morales, et parce qu'on peut contrôler ses instincts, ben on peut les utiliser sans limite. Quand vous avez parlé de bestialité de l'être humain peut faire des choses atroces, on en a des exemples, parce que justement il peut faire des belles choses. L'un va avec l'autre. Il n'est plus soumis justement au poids. C'est-à-dire que nous sommes en même temps que des dérégulateurs des instincts, nous sommes en même temps devenus des générateurs. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que la conscience qu'on a de soi fait que tout le monde est en quête d'un miroir dans lequel se regarder. Qui d'entre vous ne se pose pas cette question? Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je compte pour quelqu'un? Est-ce que ma vie intéresse quelqu'un? On ne peut pas se passer de cette question. Et les gens qui me disent, mais toi tu fais ta crise réelle avec tes valeurs, moi j'en ai aucune valeur. Ben, c'est tant bien, parce que justement, c'est ta valeur. Et comme tu n'en as plus, d'ailleurs, en général, tu t'es cramponnes, tu n'es pas prêt à le changer. Parce que là, plus rien, sinon. C'est-à-dire ne pas avoir de valeur, c'est une valeur. Parce que ça va quitter toute votre attitude à l'égard de la vie, à l'égard des autres, à l'égard du monde. On ne peut pas s'en passer. Alors, cette discussion oiseuse sur il ne faut pas avoir de valeur, qu'est-ce que c'est que les valeurs? Les valeurs sont changeantes. C'est nous qui avons le pouvoir de choisir nos valeurs. Mais on ne peut pas s'en passer. Et que peut-être que je me dis, et là encore, il me semble que l'exemple des tournements d'Imantoul, c'était prodigieux. Moi, je suis avec 15 minutes. 3 quarts d'heure, je commence à 9h. Bon, je veux bien, mais au départ, 3 quarts d'heure maintenant. Bon. Voilà, donc je voudrais quand même, là, pour que ça prenne un peu de cohérence, oui, nous ne pouvons pas nous passer des valeurs. Et ça aussi, il faudrait pouvoir, au lieu de sortir de ces combats en tout ou rien. Non, on a besoin de se donner des valeurs, et les valeurs, elles vont être soit vers la créativité, c'est-à-dire la vie, l'échange, et voir ce qui est de l'ordre du vivant, de l'ordre de l'épanouissement, de l'échange, au risque de la déception ou de l'ordre de la destruction. Et là, c'est pour ça que c'est un point pour moi fondamental. C'est qu'il y a une chose dont je m'étonne quand même qu'on ne le dise pas plus. C'est que tout ce qui est de l'ordre de la vie, c'est-à-dire de l'échange, de la création, nous sommes relativement impuissants. On
on n'a pas de maîtrise de la vie. Pas si vous êtes déjà dit ça. On n'a pas pu se faire naître. Par contre, on voyez tout de suite, on peut se faire mourir. Vous voyez les différences? Je ne peux pas me faire naître. Et si je veux même procréer, j'ai en principe besoin de quelqu'un. On va essayer de s'en passer, mais enfin c'est difficile. J'ai en principe besoin de quelqu'un. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans soi, me garantir la vie. Si je veux être heureux, comme tout le monde a envie d'être heureux, de réussir, je peux que vous dire, je l'espère pour vous. Je ne peux pas vous donner de garantie. Par contre, si vous êtes dans la destructivité, et vous me dites, j'en ai rien à foutre, j'emmerde tout le monde, la vie c'est de la merde, je n'attends rien, et alors là, je vais tout mettre en échec, je vais tout bousiller, y compris moi-même, là, je vous dis très bien, vous n'avez besoin de personne pour faire ça, vous êtes sûr du résultat, c'est garanti. Est-ce qu'on se rend compte de ce pouvoir de la destructivité? Est-ce que ce n'est pas ça la drogue humaine par excellence? Nous sommes les seuls êtres vivants qui pouvons user de la destructivité volontairement. Mais en général, si on le fait, et c'est pas un signe qu'on a vraiment choisi, à mon avis. Je n'ai jamais vu quelqu'un, à mon avis, choisir la destructivité, mais par contre, il a pu trouver dans la destructivité une façon de se sentir un pouvoir et d'exister, qui lui donne, et c'est là où les troubles psychiatriques nous sommes un bon exemple, qui lui donne un sentiment de redevenir acteur de sa vie. Si je veux, je vais essayer de réussir, je vais essayer de plaire, je vais essayer d'être aimé, le pauvre petit malheureux là, tu dépends des autres. Et si tu as été ramoué, si tu as eu des expériences plus négatives, et si, tu vas pas y croire. Et plus tu en as envie, moins ça sera tolérable. Ceux qui ont peu d'envie, ils ont moins de chances d'être déçus, c'est déjà ça, dans la vie. Mais bon, on ne dit pas forcément. Ceux qui sont les plus sensibles, les plus en attente, eh bien là, ils dépendent de la réponse des autres. Si vous passez l'examen, vous dépendez de l'examinateur. Si vous ne le passez pas, vous êtes le maître. C'est pas du masochisme, ça peut le devenir. C'est plus profond que ça. C'est que là, c'est moi qui reprends le pouvoir. Et au lieu d'être devant cet examinateur qui, naturellement, va faire exprès de m'humilier, de montrer mes faiblesses, de montrer mes carences, une fois de plus, de me ridiculiser, je n'y vais pas. Et je vais me trouver des raisons. Il y a le chômage, il y a ceci, qu'est-ce que c'est la vie, on n'a rien à foutre des études. On va se donner plein d'explications. C'est un choix. Non, c'est l'évitement de la peur. Et c'est ce que nous montrent tous ces troubles psychiatriques. C'est-à-dire, on ne les choisit pas, encore une fois. Ils s'imposent en fonction de notre nature, de notre tempérament et de notre éducation, c'est-à-dire de nos gènes et de notre éducation. Et on va avoir un comportement qui, quand il se met en place, eh bien, nous donne un sentiment d'exister. Et c'est pour ça qu'on va s'y accrocher. Et que si je le lâche, j'ai l'impression de tomber dans la vie. Et là, je suis très frappé de voir que, par exemple, pour moi, le suicide, c'est un acte de vie. C'est-à-dire, vous voyez que je suis impuissant, que je ne peux rien, je suis acculé, je suis dans l'impasse. Eh bien non, je peux toujours partir, et je vous fais un droit d'honneur. Et c'est moi qui décide, alors qu'on n'a rien décidé. Mais qu'on a cru décider, parce qu'on s'est piégé soi-même, comme drogué à l'illusion d'un pouvoir qui consiste en fait à nous détruire. Et dans les scarifications et dans tout ça, bon, on peut, mais basiquement, on peut trouver des trucs, basiquement, c'est pas au niveau intellectuel, c'est pas au niveau des représentations que ça se joue, c'est au niveau de l'acte. Et si vous demandez à des filles qui se scarifient, c'est pareil, pourquoi on dit, ah ben je sais pas, c'est moi, c'est pas moi, c'est plus fort que moi, mais ça me soulage. Alors faites la contre-proposition. Ça vous soulage, allez, moi j'ai mon cœur, passez-moi votre bras, vous allez voir, je vais vous soulager tout de suite, donnez-moi votre cutter, ça ne manque pas quand vous dire, non mais ça va pas la tête de vous présenter ou quoi. Pourquoi en effet? Parce que vous souffrez, moi j'irai vous faire des scarifications. Mais expliquez-moi. Pourquoi, quand c'est vous qui les faites, eh bien, ça nous soulage. Et je pense que c'est vrai que ça nous soulage. Parce que vous êtes l'acteur. Et l'autre jour, en Suisse, vous faites assez souvent, vous présentez des jeunes en vidéo. Il y en a une qui arrivait parler comme ça de scarification. Je n'ai pas fait tout le détour que je vous dis, mais je lui ai dit simplement, mais si maintenant moi je vous scarifie, alors c'est bien crié, mais ça me ferait mal. Alors quand c'est vous qui le faites, ça ne vous fait pas mal. Vous ne sentez pas la douleur, et c'est ça le problème. Parce que vous êtes tout entière dans la rage de dire, eh bien là je suis plus impuissant là, et vous vous trouvez comme une conne là, toute seule, humiliée, etc. Voilà, j'ai toujours une possibilité d'agir, et en agissant, on est programmé par la nature pour se sentir un peu mieux, et on se donne à cela. Alors, de le savoir, moi je crois que ça nous invite à quoi? Une métacommunication, justement, utiliser l'activité réflexive. Et non pas de dire, oui, t'es un peu dingue, t'es un peu ceci, on peut dire comme ça, bon. Oh, c'est parce qu'en souffrant, tout ceci, tout cela.
Oui, ça peut se complexifier, mais basiquement, c'est très basique. Et lui dire, c'est pas si fou. Et c'est d'autant moins fou que justement, il y a plus d'attente. Parce que derrière tout ça, derrière la destruction, ce qu'on attend toujours, c'est son contraire. Et c'est là où je trouve qu'on a la chance, vous avez la chance, parce que depuis plus jeune, vous allez voir devant vous comment vont se développer, en effet, les connaissances, et qu'actuellement, ce qu'on dit sur le bipolaire, c'est très important. Parce que, bien entendu, que l'humeur, c'est une question de bipolarité. Alors, comme tout, ça peut être utilisé de manière mécanique, le bipolaire, comme si ça avait la grippe ou si ça avait... Non, ça nous touche, la bipolarité de notre humeur touche notre représentation de nous-mêmes. Et que donc, nous sommes tous des bipolaires, c'est-à-dire que l'humeur, les émotions, vous les choisissez pas. Personne de vous, d'entre vous, s'est levé ce matin en disant, tiens, quelles émotions du jour, quand je choisis ma tenue. Les émotions, ça nous surprend. Alors, si c'est positif, c'est plutôt grave. Si c'est négatif, eh bien, il faut le digérer. Et vous voyez qu'il y a tout de suite l'opposition à ces émotions, c'est la sensation. Je me donne des sensations, y compris destructrices. Parce que la sensation, c'est moi qui l'ai choisie, y compris de bourrer la gueule, d'aller confondre le canal avec la rue. Mais c'est moi, monsieur, c'est moi. Voilà. Alors que si j'ai envie de pleurer parce que je suis abandonné, ou parce que je me sens seul, ou parce que je me sens humilié, alors là, vous voyez, commence à atteindre profondément notre image de nous-mêmes, nos limites, comment l'émotion vient nous ravager de l'intérieur à ce moment-là. Mais les plus sensibles, pas les indifférents. Et dès qu'il y a une souffrance et qu'on dit effectivement j'ai envie de mourir ou je vais... c'est naturel que tu te cherches à t'étourdir, tu cherches des sensations, mais si tu as envie de mourir, c'est pourquoi? C'est à la mesure de l'envie de vivre qui a été lumière. Et ça, c'est à nous de rappeler, au lieu de simplement dire comme tu souffres, comme c'est dur ta vie, d'ailleurs si tu savais, c'est encore plus dur que tu le penses, etc. Non, mais de dire c'est ce qu'on en fait. Derrière, il y a une attente. Et cette attente, c'est une beauté potentielle, c'est une force potentielle. Et en même temps, c'est celle qui te fait souffrir. C'est-à-dire que dès qu'on veut vivre, c'est au risque de la déception. Il n'y a pas de vie sans risque. On ne peut pas garantir le bonheur, on ne peut pas garantir la réussite. Tout ça, ça se construit. Mais vous n'êtes pas seul. Je crois que c'est ça qui est important. Et je pense que quand les patients qui ont mis tant de temps, quelquefois, à sortir de leur marasme, aucun ne m'a dit, tout d'un coup, j'ai compris intellectuellement. Non, il m'a dit, tout d'un coup, j'ai vu que le soleil était chaud. J'ai vu qu'il y avait des belles choses. J'ai vu que tout d'un coup, je me sentais mieux. J'avais envie de m'occuper de moi. En général, c'est pourquoi? Parce que les gens à côté d'eux ont témoigné par la persévérance qu'il y avait cette chose à l'intérieur d'eux. Et que c'était triste de s'abîmer. C'est pas c'est mal, c'est que c'est triste. C'est plus grave que mal. C'est que c'est triste. Parce que nous, on est sûr, et c'est là où on ne peut pas être neutre, nous, on est sûr que derrière cette force qui vous pousse à aller vous bourrer de drogue, il y a une force, c'est une force de vie, mais qui n'a pas trouvé la rencontre, qui lui permet de s'exprimer d'une manière positive. Alors vous comprenez pourquoi, pas de chance d'être tombé sur moi, à la limite, je vais vous embêter, je vais un peu. Et là, actuellement, je suis frappé de passer invité aussi par des diabétologues. Pourquoi? Ça fait 5 ou 6 congrès de diabétologues que je fais. Pour leur dire ça, exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il dit, comment ça, ces jeunes qui ont le diabète de type 1, il y en a tout pour les guérir, ils peuvent avoir une vie à peu près normale, mais il faut qu'ils suivent le régime et leur insuline, ils ne le font pas. Et c'est ça. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête. Pareil aussi pour le djihadisme ou autre. Pas besoin de se creuser tellement la tête. C'est qu'à un moment donné, je trouve injuste, insupportable. Qu'à 12 ans, 13 ans, 15 ans, j'ai un diabète, je n'y peux rien. Je suis totalement impuissant. J'ai beau le nier, il est là, je ne peux pas. Alors si j'ai des relations de confiance avec mes parents, si je me sens dans une sécurité, si eux sont couchés, m'accompagnent, et disent mais il y a quelque chose à faire, est-ce qu'il est bien pour nous, pour toi, il faut vivre au mieux, il y a des chances que je vais suivre. Mais si ça vient une fois de plus de me renvoyer à ma solitude, à mon infériorité, au sentiment que je n'ai pas eu ce qu'il faut, que je n'ai pas été fait comme ma sœur, ou que ceci ou que cela, tout ce qu'on peut se raconter, ressentir, et bien alors ça va être trop. Et peut-être que je ne peux rien contre le diabète, mais par contre je choisis le traitement qui m'intéresse. Et si je ne veux pas faire mon régime, ça me regarde, c'est ma vie, je reprends du pouvoir. Alors quoi faire? Peut-être qu'en miroir, on peut aussi être amené à leur dire, toi quand je t'entends dire ça, eh bien je me dis, quand je t'entends dire des choses comme ça, j'ai envie de te dire, mais quel petit con qui a un bon coma, qui a un accident, il verra pourquoi c'est important de suivre le traitement. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu m'as
prochaine, on va voir. Et je pense que là, on peut arriver dialectiquement. Si on a en tête cette idée que tous ces comportements, ils ont un sens, ils ont une fonction dans l'économie, mais qu'après, plus on est enfermé, ce qu'on fait nous fait, et qu'au bout d'un moment, quand vous vous sentez de plus en plus dévalorisé, marginalisé, avec peu de possibilités de vous donner ce qui est indispensable pour se sentir bien, un sentiment de valeur, eh bien, vous n'avez plus qu'à vous accrocher à votre comportement, parce que si vous le lâchez, là, vous ne restez plus rien, et que ça devient de plus en plus dur. Alors c'est là où il me semble que une rencontre peut changer les choses, et que le regard qu'on va porter sur eux, c'est le miroir dans lequel ils vont se voir. Nous sommes ainsi faits que nous sommes tous en quête d'un regard dans lequel voir le reflet de ce que nous sommes, à nous de montrer, sans nier les difficultés, que justement, il y a cette beauté potentielle et que c'est triste, très triste. Parce qu'encore une fois, ceux qui font le plus de mal, c'est ceux qui auraient le plus de besoin qu'on s'occupe d'eux et d'être dans le bien-être. Merci de votre attention. C'est que, au fond, tout passe par la rencontre, le regard et une certaine empathie vis-à-vis de la problématique des addictions de la maladie en général, et que tout est pris sous rencontre. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, il y a non pas des trucs ou des apprentissages spécifiques pour guérir les addictions, dont peut-être une base, c'est vrai. Mais le thérapeute passe d'abord par l'empathie, et je crois que c'est cette recherche de l'empathie du patient et du thérapeute, c'est là où, dans cette relation au niveau des émotions, que, à mon avis, en plus, j'appellerais la résilience, peut-être, le patient, tout au moins, trouve dans le thérapeute une façon d'être qui va lui correspondre, et peut-être, à partir de là, progresser ensemble. Absolument. Parce que, oui, il me semble que l'important de psychique, c'est la capacité de jouer avec les représentations. Et là, il y a quelque chose d'un jeu à partir d'une vision qui sent que nous, on voit autre chose que de négatif. Voilà, on voit autre chose, qu'on n'aura pas de pouvoir, comme je dis, aussi de vivre à sa place. Donc ça, on est toujours plus fort quand on veut vivre. Sauf qu'on le veut beaucoup moins qu'on le croit. Et qu'on se laisse piéger. C'est pour ça que nous persistons. Mais nous ne pourrons pas vivre. Il faudra qu'à un moment donné, il y ait un René, qu'on lui redonne envie de prendre soin de nous. Et là, il n'y a pas un truc. Et qu'on a besoin de médiation. Alors, les médiations, à mon avis, elles peuvent être ouvertes. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'outil que la façon de s'en servir. Et surtout, qu'à un moment donné, la motivation est de dire, mais tiens, celui-ci me parle de façon nouvelle, il me propose quelque chose de nouveau. Eh bien, papa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, faut imaginer qu'il y a une méthode. Il y a des méthodes, il y a des médiations, ça peut être le langage, ça peut être de faire des choses, on aura des exemples de médiation très originales qui peuvent être proposées. Il faudra toujours savoir que derrière ça, il est important qu'on ait une représentation de l'enjeu, et pas seulement de voir ça comme simplement il a une raideur musculaire, on va lui assouplir le muscle. On est dans quelque chose qui touche la représentation de soi, à un niveau très profond qui ne me semble pas si compliqué que ça, et en plus, qui est commun à tout le monde, alors avec des degrés d'intensité bien sûr variables, et avec surtout des degrés de confiance variables pour chacun d'entre nous. Qui avons eu la chance d'avoir des expériences qui nous ont donné suffisamment confiance, mais en sachant que la vie peut, c'est le traumatisme, la vie peut tout d'un coup briser cette confiance, et c'est à ce moment-là que quelqu'un bascule dans des choses traumatiques, une post-traumatique. C'est extraordinaire, merci. Pour autant, même si on a conscience que quand Anado nous dit je me prends la tête, on a conscience que c'est parce qu'on a un pouvoir sur lui, genre d'attachement ou de modèle. Pour autant, comment on doit réagir? Est-ce qu'il faut lui renvoyer qu'on a conscience de ça?
derrière tout ça, il y a aussi beaucoup d'attentes. Pas forcément à notre égard seulement, hein, c'est focalisé sur nous parce qu'on est au moment de la rencontre, mais qui a un potentiel qui lui appartient et qui peut se distribuer sur différentes personnes. C'est pas nous. C'est pour ça que je limite aussi un peu la notion de transfert, c'est pas que ce soit faux, et en même temps, il ne faut pas toujours dire c'est du transfert, parce qu'on a l'impression qu'on le coince en le ramenant toujours à papa et à maman. C'est aussi parce que c'est pas papa et maman que justement, il y a quelque chose de nouveau qui peut se passer. Et de pouvoir dire qu'en même temps, il peut être pris dans cette contradiction, cette contradiction. Il peut se sentir, au fond, à la fois dépendant de nous et aussi avec la crainte qu'on abandonne, qu'on fasse qu'il y a des choses qui ont déjà été faites. Et comprendre aussi qu'à un moment donné, c'est important de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est pour ça que souvent la séparation, notamment de la famille, ou des médiations entre la famille et lui peuvent être importantes, non pas parce que les parents sont mauvais, mais parce que la dimension d'attente, si vous voulez, survole tout. Et fait que les parents, quoi qu'ils fassent, ça ne va pas aller parce que à chaque fois, il est pris dans ce mouvement contradictoire. Alors, quelquefois, prendre de la distance, aller ailleurs, aller dans un internat, faire une coupure. Pas pour vous séparer parce que c'est mauvais, mais pour vous permettre de sentir que vous avez plus de ressources que vous ne le pensez. Quand vous êtes avec les personnes les plus importantes, dans les relations amoureuses aussi, ça joue beaucoup, vous pouvez avoir l'impression qu'à ce moment-là, vous n'avez plus de liberté, que l'autre vous enchaîne. Alors, il faut jouer. La vie, c'est de jouer, mais avec un but qui est quand même d'être plutôt dans l'échange et la gratitude que dans la destructivité, parce que je crois que tout se construit en miroir. Dès que vous êtes dans la destructivité avec quelqu'un, c'est votre image aussi qui vous est renvoyée. On ne peut pas échapper à cet effet de miroir du fait de cette réflexivité humaine. C'est-à-dire que vous voyez, même quand les enfants maltraitent quelqu'un, c'est aussi leur image négative qu'ils sont en train d'attaquer, et le fait de l'attaquer, va leur renforcer dans les sentiments qui sont vraiment mauvais. Je pense que ça joue beaucoup dans les passages à l'acte, de divers ordres qu'on peut commettre. Donc, sortir de cette fascination-là. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Bibikers. J'aurai l'occasion de parler dans la journée, mais c'était extrêmement intéressant ce que le professeur Jeannette vient de dire. C'est effectivement cette sensation que la vie est plus importante que la mort et que tout ce qui nous détruit, quoi. Et puis j'ai beaucoup apprécié vos liens avec Damasio. C'est vraiment... C'est sûr, la lecture de ce livre, il s'étonne quand même l'idée de cette vie, indépendamment des croyances qu'on peut avoir sur l'au-delà, voilà, ça reste. Mais ça s'est passé comme ça. Et puis voir ces combats aussi sur la peur du changement. Vous voyez. Je pense que ce n'est pas la peur qui doit commander la vie. En même temps, il faut être conscient des risques. C'est pour ça qu'il faut. On ne peut pas se passer de valeur. Hein. On ne peut pas se passer de dire oui, je pense qu'on est sur un bateau, on n'a pas choisi d'y être, on y est. Bon, c'est celui de la vie. Essayons de prendre des valeurs de ce bateau, c'est-à-dire la vie, c'est cette co-construction. Or là aussi, il y a quand même quelque chose qu'il faut bien voir. C'est que on nous dit, on nous serine, on adore ça d'ailleurs, on adore parler de la mort, les êtres humains adorent ça parce qu'ils sont totalement impuissants dans ça. Alors, il y a une façon de devenir puissant, c'est de radoter là-dessus. Je pense que la pulsion de mort, par exemple, c'est important d'y penser. La vie n'est pas destinée à la mort. La vie est destinée à se reproduire. Et le matériel s'use, alors on remplace. C'est-à-dire la cellule, avant de s'user, elle s'est divisée des dizaines de fois, elle a fait d'autres cellules qui avant vont diviser. C'est pas la mort. C'est nous, parce qu'il y avons conscience de nous, c'est nous qui avons mis la mort en affaire. Parce qu'on est conscient qu'on va disparaître. Et là, quand on ne nous a pas demandé notre avis pour naître, c'est déjà un peu gênant. Mais comme on ne nous demande pas pour partir, c'est franchement insultant. Alors on va trouver les croyances. Et vous voyez comment aussi de croire, c'est comme un acte. À partir du moment où vous donnez sens à ce que vous subissez, vous le subissez moins. Je pense que ça explique le syndrome aussi de Stockholm. C'est-à-dire que les gens totalement impuissants devant, quand ils sont pris comme otages, à un moment donné, arrivent à donner raison,
va trouver des raisons à ceux qui les ont pris. Parce que si ça a un sens, eh bien c'est moins bête, ils sont moins impuissants, ça fait partie d'un jeu qu'ils peuvent comprendre. Vous voyez, on a besoin de donner du sang. Nous avons besoin. On ne peut pas s'en passer. Ne pas en donner, c'est en donner un. Et là, on est trop dans le négatif. On est trop dans ce de la mort, de toute façon, on est destiné à la mort. Non, on va transmettre. Alors, il faut admettre que la vie, elle ne s'arrête pas avec moi. Ça me contrarie un peu, je ne le cache pas quand même, mais enfin, je trouve ça dommage. Mais bon, en même temps, ça fait. Voilà. C'est comme ça. Mais que la beauté, le plaisir des enfants, de ceux à qui on transmettre, quand on a transmis quelque chose aussi comme ça, revoir des patients qui eux-mêmes on n'a peut-être jamais vus, mais revus, mais qui 15 ans après prennent la peine de nous avertir, comme cela, sans qu'on les revoie, de la naissance de leur enfant. Un petit mail qu'on reçoit après des années de temps. Je vous annonce, on vous dit une grande petite nouvelle, la naissance de Capitine. Nous sommes heureux, et c'était intitulé Objet, la vie continue. Mais oui, on participe de la vie. Voilà. Alors, ça ne m'empêchera pas de mourir, mais il y a quelque chose aussi d'un plaisir qui est si difficile à maintenir, parce que c'est fragile, comme toute la vie, parce que et où tous on y contribue en créant une ambiance où on est responsable de l'ambiance qu'on crée autour de soi, que ce soit dans le travail, que ce soit dans sa famille. On pourrait expliquer cela. On est responsable de l'ambiance. Et que ce n'est pas parce qu'on en aura tout le monde et qu'on fera la gueule qu'on vivra plus longtemps, ou que ça maintenant, et on se sera bien embêté le temps qu'on y sera. Et alors, de dire, ben oui, voilà, il y a des choses qui. Mais fondamentalement, peut-être penser, se donner, on a cette choix, cette capacité inouïe de dire, mais je peux choisir quand même des valeurs. Je peux. Et faire que maintenant on cesse de faire la gueule et qu'on se dit que là on pourrait mettre à communiquer périodiquement au travail ou avec ses enfants en disant, mais finalement, qu'est-ce que vous aimeriez? Comment ça se passe? Comment vous trouvez l'atmosphère dans la famille? Pas tous les jours, mais une fois ou deux fois par an. Et de dire qu'est-ce qu'il y aurait à changer. On s'aperçoit que souvent, c'est sur des boutiques qu'on va s'engueuler, parce qu'on est dans cette espèce d'attente et satisfaite, mais que sur le fond, ça ne va pas si mal. Et que ce qui est le plus important, c'est qu'on soit là, c'est qu'on ait confiance les uns dans les autres. Alors profitons-en. Alors pas dans un état d'élation permanente comme ça, de flotter, mais retenons, sachant quelle valeur on veut mettre. Et c'est pareil dans le travail. Et quelquefois s'adresser aussi aux patients. De dire devant ces disputes, qu'est-ce que je vois, c'est les attachements. Les attachements, c'est la base de la vie, c'est une force formidable. Donc essayez de faire de cet attachement qui vous nourrisse, plutôt que d'être là à vous reprocher pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, pourquoi il est ici, pourquoi il est ça. Puis après on verra, on essaiera. Vous allez mettre en avant le but. Et là, je pense que dans une société où il n'y a plus une hiérarchie verticale des valeurs, et notamment pour la médecine, du sens que telle ou telle maladie, c'est à nous. On ne peut plus dire, vous avez une anorexie, bon, allez voir sur Internet ce que c'est, bon, et en attendant, voilà, prenez ceci, faites ça, ça. Et dire, voilà pour moi ce que c'est qu'une anorexie. Et pour faire une anorexie, il faut beaucoup d'appétit. Et l'appétit, c'est la vie. Et beaucoup d'appétit et peu de confiance en soi, ça devient un peu difficile. Comme si cet appétit allait vous déborder, comme si jamais il allait être satisfait, comme si on n'allait pas être à la hauteur. Et ça fait un chaud froid, ça fait de l'orage. L'angoisse monte, on se sent impuissant, on ne sait plus où aller. Puis tout d'un coup, vous vous mettez à courir comme un hamster, vous ne mangez plus, vous vous sentez mieux, plus tonique, ouais, vous y adhérez, et ça y est, on rentre là-dedans. Sauf que vous vous abîmez. Si vous vous abîmez pas, il n'y a pas de problème. Vous abîmez. Nous, on sait qu'il y a d'autres moyens que de s'abîmer pour retrouver cela, cette force. Et finalement, plus vous vous enfermerez, plus vous avez pensé que le problème, c'est votre poids. Alors que c'est secondaire. Vous n'avez rien à foutre de votre poids. Ce que vous voulez, c'est vous sentir belle, c'est vous sentir de la valeur, c'est vous sentir aimable, comme tout le monde. Et comme vous n'y arrivez pas, mais tout d'un coup, vous trouvez un moyen, ça va être la drogue, ça va être aussi, ça va être le top. Vous avez trouvé un moyen de maîtriser votre angoisse. S'il n'aliène pas trop, s'il ne vous abîme pas trop, c'est pas en soi pathologique, c'est pathogène. Parce que ça risque de vous enfermer dans un comportement qui est destructeur. Et tous les troubles, on peut leur dire psychiatriques, ils sont destructeurs dans un des trois domaines nécessaires à l'échange, c'est-à-dire prendre soin de son corps, accroître ses compétences, accroître ses socialités. Et c'est l'un des trois, et souvent les trois que vous allez le faire. Mais parce que là, vous retrouvez un pouvoir. Donc c'est compréhensible, quelle tristesse. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous invite, d'autant plus aisément que je n'ai pas de l'auteur, dessus sur la lecture d'un livre qui m'a beaucoup aidé aussi, parce que c'est un patient que j'ai rencontré, que je n'ai pas soigné moi-même, je connaissais son
frère, donc je l'ai vu il y a 4-5 ans, pour confier le diagnostic de schizophrénie il y a 30 ans, alors qu'il était comme beaucoup en errance, on n'ose pas dire le diagnostic. Alors on avait dit qu'il a une dépression, oui, mais c'est une dépression atypique, c'est peut-être bien des état limite, ou il y a peut-être des troubles de l'humeur, enfin, dans 15 ans, pour dire une schizophrénie, et le mettre sous l'épaulette qui balaye toutes ces hallucinations, ça nous va beaucoup mieux, et qui peut écrire rapidement un livre. Moi, je recommande, je n'ai jamais vu l'activité réflexive à l'heure comme cela, qui s'appelle Dialogue avec moi-même, un schizophrène témoigne, chez Odile Jacob. C'est un surnom qui s'est donné, Polo, Donka, Temoenga. Je n'ai jamais vu un patient parler de tout cela. Il a fait comment? On lui a dit, mais qui est schizophrène? Il a regardé schizophrène, je suis divisé, il y a 2 personnes en moi. Bon, mais je vais moi-même partir à la rencontre de moi. Alors c'est l'interview de moi par moi-même. Alors racontez-moi, vous, schizophrène, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous sentez? Alors, il y a ce dialogue assez étonnant. Quand on le dit, il est passé tout ça. Alors, Jacob a dit qu'il faut quand même que vous fassiez un petit développement, donc j'ai mis une quarantaine de pages pour expliquer en quoi ça me paraissait vraiment être au cœur du problème, et où on voit bien que c'est important pour quelqu'un de dire oui, vous souffrez de ce qu'on appelle une schizophrénie, quelque chose qui reste encore largement méconnu, un très grand spectre, et où il y a des troubles de la gestion des émotions, des court-circuits émotionnels qui vont fausser votre vision. Bon, vous prenez des médicaments, mais vous n'êtes pas pour autant un schizophrène. Je pense qu'on est à un moment donné où, grâce à la neurobiologie, on va pouvoir voir le côté, justement, réponse des règlements du cerveau, des règlements émotionnels, qui vont évidemment troubler la capacité réflexive, mais qui, elle, reste potentiellement là, surtout si le sujet comprend que ces troubles, ce n'est pas lui qui les choisit, ce n'est pas volontaire, c'est quelque chose qui s'impose à lui. C'est pour ça que la conception n'est pas neutre, et même des drogues. On ne choisit pas de devenir tranquille. Ça s'impose à un moment donné, tout doucement, et petit à petit, on est sous contrainte. Et on perd sa liberté. Et dans la mesure où ça vous abîme, c'est pas juste. Et on peut trouver autre chose. Je pense qu'il y en a quelque chose qui nous permettrait, même au niveau médico-légal, ou au niveau judiciaire, d'être plus clair que maintenant. Au lieu de dire, attends, il est fou, donc il n'est pas responsable, alors vous êtes fou, vous n'êtes pas fou, alors les experts seraient pas fichus de s'entendre sur ces limites de la folie, parce que c'est pas le problème. C'est que de dire, à partir du moment où vous êtes sous contrainte, et que vous sentez que vous êtes obligé de faire quelque chose qui est d'un ordre destructrice, vous devez savoir que ce n'est pas un choix, et que là, il y a quand même un dérèglement émotionnel, et que le sachant, vous devez aller voir quelqu'un, ne pas vous enfermer. Mais le problème n'est pas vous dire complètement par jour, c'est pas faux, c'est que vous avez un trou, comme qui dit qu'actuellement vous met sous contrainte émotionnelle et à tonalité destructrice. Vous allez en parler. Et vous ne restez pas. Et là, vous avez une responsabilité. C'est d'y aller. Et sur laquelle vous serez en partie jugé si elle n'est pas là. Et en même temps, pour tout le monde, il y a une partie jugement, il y a une partie du traitement qui peut à un moment donné devenir obligatoire. Parce qu'en effet, là, vous n'êtes plus vous-même sur ce moment. Et je pense que ça serait plus clair que de se bagarrer pour savoir, toi, tu dis qu'il est schizophrène, non, mais quand même, il n'est pas ceci. Ou il a fait avec préméditation, donc c'est qu'il avait le choix. Et non, quand vous pensez que sans arrêt, que vous êtes sous menace et qu'il faut que vous fassiez quelque chose, vous n'avez plus le choix. Oui. Et donc là, il faudrait qu'on soit plus au clair nous-mêmes là-dessus. Et pouvoir nous dire, en discuter à certains moments avec les patients, je pense, oui, il y a là tout un travail sur ce que c'est et ce que ça a de fort, ce comportement. Ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qui est un cri de vie. Et c'est ça qui me plaît dans cette patiente dont je parlais tout à l'heure, c'était Nicolas Legatini, c'est qu'elle dit bien, dans les années 80, ces hurlements qu'elle avait de rage, de haine, c'était un cri de vie. Et ce cri de vie, elle peut le retrouver 30 ans après, quand elle dit tout d'un coup, ben oui, j'ai envie de partager avec les autres, j'ai envie, quand je travaille à l'ASE, de que les gens aient plutôt un sourire et que je puisse les aider. Voilà. Et j'ai envie aussi de prendre soin de moi. Et elle me dit en même temps, mais je sens bien que toute cette rage destructrice, c'était moi aussi. Elle est là. J'en fais autre chose. Et ça, c'est un problème humain qui nous concerne tous. Qu'est-ce qu'on fait de l'appétence des forces qu'on a en nous? Ça va dépendre de notre tempérament, ça dépend de notre éducation. Mais si ça tourne mal, on a toujours la possibilité de dire il faut aller ouvrir la porte, il ne faut pas s'enfermer. La maladie, c'est l'enfermement et l'avenir dans la drogue. C'est pas que vous soyez malade parce que vous avez pris de la drogue, c'est que maintenant, vous vous enfermez là-dedans et que ça rétrécit. Et ça, c'est pas juste. Et c'est pour ça qu'on est là pour nous embêter ici, quelquefois.
bien ou c'est mal, c'est faux, c'est juste, t'es malade, t'es pas fou, t'es fou, t'es fou. Non, on est dans quelque chose, la vie c'est ça, c'est cet ajustement permanent. Et nous sommes là pour jouer ces médiations. Mais à mon avis, il faut qu'il y ait un sens. Et c'est pour ça, personnellement, depuis la seule activité d'enseignement que j'ai gardée, c'est un DU sur les adolescents difficiles, approche éducative et psychopathologique, qui concerne toutes les professions de la transmission, c'est-à-dire santé, services sociaux, justice, éducation nationale, police, gendarmerie. Et ce qui est formidable, c'est de mettre tous ces gens ensemble, tout niveau hiérarchique confondu, c'est aussi bien le principal du lycée, l'assistant social, que le juge, que l'éducateur de rue, tous ensemble. Ils ont comme ça 9 sessions de 2 jours avec une demi-journée d'analyse de pratique, et ça fait la 13e année qu'on fait, il y a à peu près 120 sur Paris, il y en a un à Lille, d'ailleurs, qui est fait tous les sur 2 ans un peu différemment, mais il y en a un, il y en a d'autres qui sont faits dans différentes villes. C'est le même modèle, pourquoi? Parce qu'on est cloisonné actuellement. Je pense qu'à des tas de niveaux, l'école et autres, souffre notre démocratie, c'est ce cloisonnement corporatiste, où on vit dans l'attente d'être reconnu par les autres, et qu'on transforme comme l'adolescent en une méfiance. Oh, si ça approche de moi, ça va être pour me critiquer. Donc on critique d'abord, de toute façon c'est du con, donc c'est ça. Bon. C'est-à-dire qu'alors qu'on attend qu'ils disent ce que vous faites, et quand ils se rendent compte qu'on partage le même but, que tous, qu'ils soient gendarmes, qu'ils soient policiers, ce qu'ils peuvent faire quand ils ont fait 18 jours comme ça de formation, et dire, entendre certains, je pense récemment là, des filles gendarmes comme ça, ce qu'elle peut dire de ce qu'elle a appris les autres, et de comment elle est, et de l'envie que ça leur donne de communiquer. Et souvent, j'ai moins peur de rencontrer les autres. On vit dans une société de la peur et du cloisonnement. Et je crois que là, il y a un point, et pour qu'on en sorte, à mon avis, il faut partager les connaissances qu'on a eues. Ce n'est pas au niveau de l'autorité verticale, c'est on partage un savoir qui donne sens à ce qu'on fait. Et il me semble que ce savoir, il peut être relativement simple, sans être simpliste. Parce qu'on le sent vis-à-vis nous-mêmes, on sent nous-mêmes combien l'émotion, dès qu'elle est forte, elle devient une richesse potentielle, un risque aussi, surtout quand elle est négative, de nous sentir humiliés parce qu'on a pleuré, parce qu'on se sent abandonné, et que ces émotions, ce qu'on va en faire, là on a une certaine capacité de choix. Vous avez, et vous êtes dans des positions en tant qu'étant justement des acteurs de la transmission, où il faut que la personne que vous êtes soit en accord avec l'expert que vous êtes. On n'est pas comme des experts. Et c'est vrai qu'on est passé dans... C'est très important dans son expertise des informations, mais on a peur aussi de s'impliquer personnellement. Donc, il ne faut pas tomber dans l'excès. Ce n'est pas le problème d'aimer les gens, c'est de reconnaître, ou aimer, pour moi, c'est voir la valeur qu'ils ont. C'est pas leur dire je t'aime, moi, c'est pas ça. C'est de dire en tant qu'être vivant, tu as une valeur potentielle, qui que tu sois. Et c'est là, on n'est pas d'accord pour que tu l'applaudis, parce que ça en vaut la peine, parce que tu en vaut la peine. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut partager tous, à condition d'avoir quand même une compréhension commune. Je pense que c'est des journées comme ça qui servent à partager, à se dire qu'on n'est pas seul, que voilà, ça prend sens. Alors après que je vous ai donné des dates, quelquefois c'est 10 ans, c'est 15 ans. Et on n'a pas toujours, surtout dans l'éducation nationale, tout ce temps-là. Mais on est aussi, voilà, on donne un viatique. On ne peut avoir qu'une rencontre et laisser passer des choses qui vont motiver. Bon, ça, c'est possible. C'est une attitude qui me semble de miroir positif, qu'après, elle sera utilisée. On n'en a pas la maîtrise, comme tout ce qui est de la vie. Mais ce n'est pas pour une raison pour ne pas essayer de la mettre en